Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Bonjour, c'est Michael Feneux, je suis donc au Grand Palais pour le Forum international Bois Construction, le rassemblement du bois et du biosourcé. Alors là, tout d'un coup, nous sommes avec Luc Schuiten que j'ai invité parce qu'il sort en avant-première au Grand Palais son nouveau livre qui s'appelle Un monde désirable. Bonjour Luc. Bonjour Michael. Alors dis-nous, tu es arrivé de Bruxelles quand ? Hier. Hier. Oui. Et tu es venu avec ta famille, je crois que ton fils est architecte aussi, vous travaillez en famille. Absolument. Oui. Absolument. Ma femme est là, mon fils aussi, et d'autres collaborateurs également. Voilà, c'est l'atelier Schuiten, Voilà. architecture. Et quelle est la spécificité de cet atelier ? Mais on travaille surtout dans tout ce qui est des entreprises écologiques. On travaille avec le vivant, avec tout ce qui va nous amener à entrevoir des solutions qui sont dans le monde du durable, de l'écologie, de la nature en tant qu'élément de construction. Oui, tout ce qui est un peu mimétique finalement, biomimétique. Absolument. Ça, c'est vraiment le cœur de notre travail. Donc bon, moi je te connais un peu puisque vraiment on a des accointances. Bien sûr. Et je suis très content de t'avoir sur l'espace et qu'ensemble on puisse dialoguer aussi dans les formes qui nous intéressent et tout ce qui est l'architecture vivante pour moi. Et donc ce livre, Un monde désirable, quel était l'objectif de ce nouveau livre que tu viens de sortir ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mais il se fait que actuellement on ne voit de vision du futur que des choses tout à fait apocalyptiques, les plus catastrophiques qui soient. Et c'est tout à fait préjudiciable de n'avoir que ça comme vision de tout ce qui pourrait nous arriver. On gobe complètement toutes les bonnes solutions. Alors moi j'ai pensé que ce serait tout à fait intéressant de montrer maintenant à quoi pourrait ressembler le monde si on décide dès aujourd'hui de prendre les décisions qui vont vers cette réhabilitation entre nous et la planète et le monde du vivant. Comment peut-on trouver de nouvelles formes de relations avec la biosphère? Comment peut-on préserver un environnement tout à fait extraordinaire qui nous a été donné dès le départ, plutôt que de le dégrader, de l'utiliser comme une ressource inépuisable, alors que, en fait, la manière dont on se comporte, il va très vite arriver à sa fin. Oui, moi il me semble quand je feuillette le livre qu'il y a vraiment l'importance du désir et de donner envie aussi, donc par le dessin notamment, de visualiser. Pour moi c'est l'architecture utopique, mais c'est l'architecture visionnaire quelque part, donner la vision, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire on rêve d'un futur qui nous donne envie de vivre sur cette planète, mais parfois les mots ne suffisent pas à imaginer une réalité, mais le dessin ou la peinture parfois remplace beaucoup les mots. Est-ce que c'est pas ta démarche finalement ? Absolument. Si ce n'est que je vais rayer de mon vocabulaire le mot rêver. Parce que le mot rêver, il n'y en a aucun contrôle. Il peut tourner au cauchemar, ça peut être une abomination. Ce n'est pas volontaire. Ici, c'est une démarche qui va volontairement vers la construction de quelque chose qui est en phase avec la planète. Et cette vision commence par des choses réalisées, puis des choses en cours de réalisation, des choses réalisables directement à un peu plus long terme, et puis peut-être à une distance de 100 ans ou 200 ans, le temps d'arriver à mettre en place tous les systèmes qui permettent de bien fonctionner avec l'ensemble de la planète. Alors tu sais, ici on est tous les deux venus parce que c'est aussi le plan climat qui est derrière tout ça, et le thème du salon c'est cet objectif qui était à la COP21 des accords de Paris, qui a voulu qu'on ait un horizon à 2050 pour décarboner la planète et décarboner les villes finalement. Absolument. Ça a donné aujourd'hui, c'est un peu en lien avec le ZAN, la non-artificialisation des sols, comment on fait pour construire demain et dans les villes. Aujourd'hui, on sait que sur la planète, nous sommes 7 milliards et d'ici 2050, on sera 10 milliards. Et on sait que... Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette perspective, c'est de dire 4,4 milliards d'individus aujourd'hui vivent en ville sur la planète. Oui. Quel sera l'avenir des villes s'il y a une expansion de la population à ce point ? Comment allons-nous vivre dans les villes demain ?
C'est-à-dire quand je vois un monde désirable, alors oui, parce que c'est pour aussi se dire on fait des morphologies constructives en lien avec le vivant, mais comment à un moment donné la construction bois décarbonée avec des formes nouvelles vont habiter l'espace des villes, parce qu'il me semble que toi tu as travaillé aussi sur par exemple Strasbourg, Metz ou des villes dans le monde, comment elles vont évoluer. Et ça m'avait plu les tableaux aussi, on voit l'évolution dans le tableau. Ça c'est génial. Est-ce que tu peux en parler? L'avenir des villes et de l'urbanisation. Absolument. Dans les visions que je propose, je cherche à voir quelles seront les possibilités qui sont positives pour la planète. Continuer à être dans une démographie qui est incontrôlée et qui est exponentielle, on va vers de plus en plus de difficultés. Or, on voit que justement la démographie est occupée à baisser actuellement. On va plutôt vers une stabilisation que vers une excroissance continuelle. Donc dans les perspectives de ville que j'ai faites, j'imagine plutôt que ça va stagner et peut-être même revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable. Les mégapoles de 10 millions d'habitants sont, même plus, sont beaucoup moins facilement gérables que des villes qui sont un demi-million d'habitants ou même encore moins. Dans des villes comme ça, on peut avoir toutes les infrastructures nécessaires à la culture, au développement, aux services de santé. On peut tout trouver. Dès le moment où on augmente la taille de cette taille-là, ça devient tout à fait préjudiciable à notre équilibre. Donc j'imagine des villes de plus petite taille et des entités qui sont dans des campagnes, des villages, des endroits comme ça, où il y a un ensemble de groupements, d'éco-constructions qui peuvent fonctionner en grande partie autonomes grâce aux énergies bioclimatiques environnantes qui peuvent produire toute l'énergie nécessaire. Et c'est en allant dans ce sens-là qu'on peut retrouver cette proximité avec l'environnement naturel, et ce n'est certainement pas pour moi dans des gigantesques cités, même smart city, tout à fait gérées par une informatique ou une intelligence artificielle qui va pouvoir nous apporter l'équilibre et le bonheur lequel on peut tendre. Oui, ça me fait penser à un modèle qu'on pourrait imaginer un peu comme le mycélium, c'est-à-dire des réseaux d'habitats qui se développent. Absolument. Et en même temps qui restent à la mesure de l'homme. C'est-à-dire, ça nous rappelle cette fameuse phrase « Small is beautiful » de Schumacher, l'économiste, qui avait parlé de cet intérêt de critiquer le monde dans lequel on vit et de revenir à une architecture à la mesure de l'homme. Absolument. Nous sommes des êtres biologiques. Le monde naturel dans lequel nous sommes le plus tenté d'appartenir est le monde du vivant. C'est notre environnement dans lequel on est véritablement en phase. Dès le moment où on est dans des choses trop artificielles, c'est là qu'on est plus posé, on perd les pédales, on commence à tourner fou. Si nous voulons être en équilibre avec nous-mêmes et avec notre environnement, il faut revenir à des choses qui sont ancrées dans le naturel. Ça me fait penser aussi que quand j'ai lu, on parle de villes, d'aménagement des villes, et quelque part c'est le grand questionnement, je pense aussi de l'architecte, c'est comment on loge, comment on se loge, comment les gens vont se loger. C'est quand même une vraie question. Et quand je lisais ton livre, je voyais un projet, il me semble, qui est géré à... C'est où? À Grenoble. À Grenoble, HLM. Voilà, donc c'est un HLM tout à fait classique de 50 appartements sociaux avec un bloc parallélépipède rectangle fait de béton, tout à fait dépassé au point de vue de la technologie, mais complètement lié aussi à des réseaux qui le rendent complètement dépendant d'une fragilité qui est de plus en plus importante. Alors, dans ce travail que j'ai fait sur la réhabilitation de cet immeuble, on le désosse complètement, on garde juste la structure qui nous a coûté assez cher par rapport
à la planète et à l'environnement, puisque tout est fait de béton, et que le béton est un élément de construction très, très nocif pour la planète. Alors, comment est-ce qu'on peut le remettre en phase comment est-ce qu'on peut le relier au vivant? Eh bien, c'est tout un ensemble de fonctionnements qui interagissent l'un par rapport à l'autre. On utilise évidemment l'énergie solaire, mais aussi celui du vent, la géothermie. Il y a des nouveaux murs qui sont créés en terre crue, avec des systèmes de captation de la géothermie permettent de chauffer certaines parties de l'immeuble. Oui. Nous avons des espaces tampons aussi à l'intérieur. Nous avons des nouveaux espaces qui viennent se créer du côté des murs sud avec des vérandas. Oui, ben là, on est sur un deuxième axe. Donc c'est vrai que pendant notre discussion, la première partie, on a parlé de cette architecture de recherche, comment on va construire des morphologies, quelque part en lien mimétique avec le vivant, tout ce qui est cette innovation. Oui. Mais là, on parle d'un seul coup plutôt de réhabilitation, rénovation de l'existant. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça me rappelle, hier, on était donc au Grand Palais à dîner, il y avait les responsables de la région Île-de-France, et ils parlaient du plan climat et de Paris. Et Paris va devoir... d'ici 2050, refaire toutes les crèches et les écoles, par exemple, les remettre aux normes écologiques. Oui. Donc là, c'est un enjeu aussi de dire, alors oui, on visionne des villes avec des extensions merveilleuses végétalisées, mais on transforme les espaces existants. Donc, bien sûr. En y ajoutant de l'énergie renouvelable, en y ajoutant des dispositifs qu'on maîtrise, parce que la géothermie, le solaire, c'est pas d'aujourd'hui. On a déjà un passé là-dessus. Bien sûr. Ça me rappelle, moi je pratique les ohms, mais c'est vrai, c'est Jean Soumle, le chercheur qui a découvert les ohms aux États-Unis, qui m'a enseigné. Et à l'époque déjà, il était parti en voyage de recherche parce qu'ils étaient en avance sur la recherche solaire aux États-Unis. Ah, bien sûr. Donc on a bien du recul, on a bien 40 ans de recul sur la recherche sur ces énergies. Donc absolument. Toi, tu as sûrement construit aussi au cours de ta vie différents projets de réhabilitation. Comme ça, tu peux nous en parler peut-être un petit peu. Mais oui, dans les années 75, j'ai fait une construction pour ma famille, donc c'était en autoconstruction, qui était une des toutes premières maisons écologiques avec les techniques contemporaines, donc c'est capteurs solaires. C'était les tout premiers capteurs solaires qui sont sortis sur le marché. J'ai eu la chance de pouvoir avoir cela à ma disposition, offert par la firme qui les fabriquait, plus de 80 mètres carrés, dans une relativement petite maison, mais il y avait une éolienne, j'utilisais des matériaux de récupération, toutes sortes de choses. La maison était excessivement inventive et elle me permettait d'être totalement autonome aux abords d'une forêt, à la limite de la partie arborée. Et on a vécu là une dizaine d'années avec mon épouse et mes enfants. Et on était en autarcie, on pouvait être en autarcie complète. Et c'était pour moi une expérience absolument remarquable qui m'a poussé à continuer à voir comment est-ce qu'on peut, à l'intérieur d'une ville, faire la même démarche, et puis ailleurs, comment est-ce qu'on peut exporter dans d'autres lieux une démarche de ce lien privilégié avec la nature qui va, elle, nous permettre de nous sentir complètement ancrés dans le vivant. Oui, mais je crois que toutes ces démarches qui ont été qualifiées pendant 40 ans, en tout cas depuis les années 80-90, d'alternatives, c'est-à-dire ces démarches alternatives, finalement c'est des démarches de recherche et c'est des retours d'expérience sur lesquels aujourd'hui, face à la transition énergétique et face à tous les questionnements politiques qu'on a, l'immobilier devrait pouvoir s'appuyer, c'est-à-dire qu'on a la chance quelque part, pour construire demain, pour réhabiliter, de pouvoir s'appuyer sur ces démarches qui ont été réalisées. On ne parle pas tout à fait. Que d'utopie, c'est des utopies qui ont déjà eu leur petite réalité et qu'on peut aujourd'hui appliquer aux villes et à l'urbanisme. C'est la grande chance qu'on a maintenant, c'est que
tout cela est prêt à être utilisé, mais que la motivation la plus générale n'existe pas encore. C'est plutôt des expériences de niche où c'est pas encore développé avec toute l'ampleur que les techniques nous permettraient de le faire, ce qui fait que l'immobilier reste un peu à la traîne de cela. Et on utilise souvent ces techniques pour pouvoir mettre en valeur certains projets, mais qui ne vont pas suffisamment loin dans l'utilisation de tout ce que leur permettrait de faire un emploi bien plus généralisé de ce type de réflexion sur notre lien à l'environnement. Il y a autre chose, moi, ça me fait penser à autre chose. C'est vrai, travailler sur le vivant, c'est aussi travailler sur la contemplation, il me semble. C'est-à-dire, moi par exemple, je vis vraiment entre Paris et les Pyrénées, je suis sur une petite crête, la nature est magnifique et sauvage. Ah oui. Et ça, c'est très inspirant. Absolument. Et quelque part, est-ce que quand on imagine les cités végétales, comme tu l'as fait, ou l'archiborescence, est-ce qu'on n'imagine pas aussi quelque part une forme de contemplation de notre environnement au quotidien ? C'est-à-dire, comment est-ce que l'architecture que tu dessines peut nous apporter du bien-être et peut-être nous apporter quelque chose de plus dans notre confort de vie. C'est le point de départ, c'est dès le moment où on se rend compte, on a cette conscience que c'est là que se trouve notre équilibre, que c'est là que se trouve la beauté, que c'est là que se trouve le calme, le bien-être. C'est ça qui va déclencher la démarche qui va faire qu'on va aller vers ce type de solution. Oui, c'est-à-dire quelque part, on peut se dire que le fait d'avoir été coupé un peu du vivant dans les villes nous a pas aidé à protéger la nature. C'est-à-dire que quelque part la démarche qu'on a actuellement, qu'on observe, de cette dégradation du vivant et de cette urgence de réagir, le fait de réintroduire la nature dans les villes et de nouvelles morphologies, ça pourrait rapprocher l'urbain de son envie de cajoler, de protéger cette nature qui est fragile mais qui est complètement essentielle à notre vie, quoi. C'est exactement ça. On a éradiqué le vivant dans nos villes le plus possible. On a tout transformé en parking, on a coupé des arbres partout. On a relégué tout cela à l'extérieur de la ville. Et maintenant, on se rend compte des dégâts considérables que cela produit, comme des îlots de chaleur qui vont être de plus en plus importants avec le réchauffement climatique. Et la solution est à notre portée. Elle est très simple, c'est réintroduire des arbres, les végétaux, vivre sous une canopée, créer un microclimat qui est tout à fait favorable et bien plus intéressant que d'utiliser des climatiseurs. Les climatiseurs font d'un côté du froid, de l'autre côté du chaud. Et le chaud qui fabrique, on le met à l'extérieur, ce qui augmente encore la température de la ville énormément et qui crée cette réaction viciée qui fait que plus on les emploie, plus on a de problèmes et plus on doit en employer. Alors il me semble aussi que dans ton livre, j'ai vu des jardins, l'exploitation des toits et de parcours végétal au-dessus des villes, c'est-à-dire changer de point de vue, Bien à un sûr. moment être en capacité de se reconnecter à l'horizon, Oui. mais parce qu'on va pas que se balader dans les parcs, mais qui sont comme on les connaît, mais aussi se balader peut-être dans des parcs qui sont sur les toits, qui se relient entre les bâtiments. Tu as eu cette idée aussi dans ton travail. Oui, tout à fait. Je pense que cette idée de pouvoir se déplacer sur les hauteurs des habitations permettrait d'avoir un accès visuel à l'horizon et d'avoir des sortes de jardins verticaux qui coifferaient l'ensemble des habitations. Ce serait avoir accès à une vision du paysage et de la ville qui est tout à fait différente de ce qu'on a quand on est en dessous, en bas des rues et qu'on a la vision que de murs construits à gauche et à droite. Est-ce qu'on va peut-être aller au bout de cette petite rencontre entre nous là, Oui. que les gens pourront découvrir? Est-ce que tu aurais un souhait par rapport à la sortie de ce livre? C'est-à-dire, je pense que quand on sort un livre, c'est quand même presque un acte fondateur toujours d'amener ce travail et de le transmettre à quelqu'un qui va le lire. Alors, est-ce qu'il y a un message, c'est-à-dire ou un souhait que tu aurais pour les personnes qui vont lire ce livre? Moi, je dirais que ce livre a été fait pour montrer qu'il y a un autre possible, que ce qu'on nous montre
du futur, c'est une voie. C'est probablement la pire. Il pourrait y avoir une voie bien plus intéressante. Et là, il y a les prémices de cela qu'on peut trouver actuellement partout autour de nous, des tas de laboratoires et d'endroits qui font des recherches qui sont tout à fait passionnantes. Et mon livre essaye de mettre tout cela ensemble pour créer une vision différente et absolument positive de ce futur. Donc ce livre, c'est Un monde désirable de Luc Schuiten, Schuiten. Aux éditions Racine. Racine. Et donc il est sorti en avant-première au Forum Bois Construction à Paris, au Grand Palais. Est-ce que tu veux dire quelque chose de plus sur le livre ? Il sera en librairie d'ici un mois, partout en France. Parfait. Bah écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de faire des projets ensemble en tout cas. Mais oui, moi aussi, ça me plairait bien. Et qu'on continuera cet échange parce qu'on pourrait aussi parler des heures à mon avis. Oui, absolument, absolument. Et bah bonne continuation à tout le monde. N'hésitez pas à suivre nos pages. Moi c'est Michael Feneux. J'ai été invité par le Forum Bois Construction pour le projet de l'alarme de Midas. Et Luc Schuiten qui m'a rejoint sur le stand puisqu'on a un stand qui est en lien avec l'architecture vivante de demain et qui va dans la direction et les perspectives du plan climat 2050. Merci. Merci de m'avoir permis de m'exprimer avec vous. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.